Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. L'approche est l'outil avec lequel on envisage l'objet d'étude. Approche est un concept plus général que celui de théorie, en ce qu'une théorie n'est pas nécessairement destinée directement à l'application et en ce que toute analyse n'est pas nécessairement la mise en œuvre consciente, explicite et soutenue d'une théorie. Cependant, toute analyse présuppose une approche, et toute approche présuppose une théorie littéraire, fût-elle rudimentaire et non conscientisée. Par exemple, en littérature, une analyse thématique traditionnelle ne repose pas à proprement parler sur une théorie explicitée. La microlecture est plus une méthode d'analyse qu'une théorie. L'approche est donc le comment. L'approche comporte des concepts, un programme indiquant la manière de les utiliser dans l'analyse et d'autres éléments méthodologiques. Que ces éléments soient intégrés dans l'approche proprement dite ou propre à l'analyse en cours. Dans notre intervention, nous allons aborder 3 points essentiels. Le premier sera axé sur un aperçu général sur quelques approches, puis nous allons aborder le structuralisme et enfin, il sera question de l'intertextualité au niveau théorique et aussi au niveau pratique par des exemples des textes littéraires à mesure. Premier point, aperçu général sur quelques approches. Plusieurs approches peuvent être considérées lorsqu'on étudie la littérature ou un texte littéraire. Par exemple, le comparatisme, c'est une approche multidisciplinaire qui consiste en l'étude conjointe des littératures de différentes terres linguistiques. Le formalisme, du latin forma, forme, est un concept esthétique. Il désigne les mouvements littéraires et artistiques mettant l'accent sur la forme plutôt que sur le fond. L'histoire littéraire est la discipline qui étudie l'évolution de la littérature à la lumière des courants littéraires et des relations entre littérature et histoire. La psychocritique est une méthode d'analyse littéraire inspirée de la psychanalyse. Elle a été définie par Charles Moron, créateur du terme et de la méthode en 1948. L'ethnocritique de la littérature est une méthode d'analyse littéraire créée dans les années 90. Elle propose d'étudier la littérature en articulant poétique des textes et ethnologie du symbolique. La narratologie est la discipline qui étudie les techniques et les structures narratives mises en œuvre dans les textes littéraires ou toute autre forme de récit. La sémiologie est l'étude des signes linguistiques à la fois verbaux et non-verbaux. Selon Ferdinand de Saussure, la sémiologie est la science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale. La sémiotique étudie le processus de signification, c'est-à-dire la production, la codification de la communication du signe. Elle est née dans les travaux de Peirce. La sociocritique est une approche du fait littéraire qui s'attarde à l'univers social, présent dans le texte. Pour ce faire, elle s'inspire tant et si bien de disciplines proches comme la sociologie de la littérature qu'on a tendance à les confondre. Le structuralisme est un ensemble de courants de pensée apparus principalement en sciences humaines et sociales au milieu du XXe siècle, ayant en commun l'utilisation du terme de structure entendu comme modèle théorique organisant la forme de l'objet étudié, pris comme un système. L'accent étant mis moins sur les unités élémentaires de ce système que sur les relations qui les unissent. La stylistique est l'étude des particularités d'écriture d'un texte. Il s'agit d'une discipline issue de la rhétorique et de la linguistique. Elle s'est développée plus particulièrement à partir du XIXe siècle. Mais la rhétorique ancienne avait déjà mis en place tout un appareil d'analyse des particularités du langage d'un écrivain et plus particulièrement les figures de style. Deuxième point,
le structuralisme. Le paradigme structuraliste représente le sommet d'une longue route que les sciences humaines suivent depuis le XIXe siècle. En France, il surgit comme une réaction contre la méthodologie vieille, empirique et descriptive de la Sorbonne, prenant une voie de modernisation des modèles théoriques. Pendant les années 50 et les années 60 du dernier siècle, le structuralisme forme l'appareil conceptuel de la sociologie de la culture, Goldman, de la psychanalyse, Lacan, de la philosophie sociale, Althusser, de la théorie de la littérature, Roland Barthes. L'unification des sciences humaines sous les notions de la linguistique devient la base méthodologique du structuralisme. En analysant la dichotomie fondamentale du structuralisme, structure-œuvre, on peut l'examiner de deux points de vue opposés. Du point de vue de la poétique générale ou de la linguistique générale, c'est la structure qui est primaire, c'est-à-dire la langue de la littérature. Et l'œuvre agit comme une simple matérialisation de ces lois. Au contraire, du point de vue de l'auteur réel et de son auditoire, c'est l'œuvre qui est primaire. Par rapport à là, se retrouve dans la position d'une abstraction secondaire. En conséquence de cette antinomie, les orientations méthodologiques du structuralisme peuvent être spécifiées de la manière suivante. Les principes structurels sont communs à tous les systèmes de signes, sans exception. N'importe si c'est le langage naturel ou le langage de la signalisation routière, la langue des signes ou la langue de jeu de cartes, la langue du mythe ou la langue de la littérature. La structure, c'est-à-dire la langue, étant une institution sociale selon de Saussure, est en quelque conflit avec l'œuvre qui se produit dans l'acte individuel de la volonté et de l'esprit. D'une part, l'œuvre est bien sûr subordonnée à la langue, mais d'autre part, puisque l'énonciateur d'un message fait cela juste pour exprimer ses pensées, en utilisant le code de la langue comme un moyen nécessaire auxiliaire, alors la mesure de la création d'œuvres d'art est un acte de liberté individuelle, cherchant à s'échapper au pouvoir de la structure, de ne pas se limiter à la simple combinaison d'éléments déjà préparés en avant. L'œuvre apparaît alors comme une innovation qui menace l'état actuel de la structure, avec des changements et des préjudices. Par conséquent, la structure de sa part, à chaque instant, empêche la liberté du choix. Le structuralisme examine le langage, le discours et l'œuvre comme des sujets indépendants en les traitant comme une illustration des règles linguistiques. Donc, la littérarité structuraliste, ce sont les règles universelles de la langue littéraire qui permettent de construire l'ensemble correct du point de vue de cette langue. Deuxième point, l'intertextualité. On date, je m'excuse, c'est le troisième point, c'est l'intertextualité. On date l'apparition du terme intertextualité de 1967. Les pionniers de l'intertextualité, que sont Barthin, Kristeva, Genet, Refater et Genet, sont des théoriciens venus d'horizons très divers. Dès sa naissance, le dialogisme défini par Barthin est inhérent à l'écriture. Tout énoncé, par sa dimension linguistique, renvoie à d'autres textes. Un énoncé ne peut pas ne pas être intertextuel. En 1969, Julia Kristeva pose les fondements de l'intertextualité. Selon elle, le mot, le texte, est un croisement de mots, de textes, où on lit au moins un autre mot, texte. Dans son livre paru en 1982, Gérard Genet s'attache avec exhaustivité à étudier tous les faits d'intertextualité, qu'il a rebaptisés
du nom plus large de transtextualité. La poétique, selon lui, ne doit pas se borner au texte, mais étudier la transtextualité. Par ailleurs, il revient au lecteur, par l'étendue de sa culture, de déterminer la dose d'intertextualité du texte. Seul récepteur dans chaque acte de lecture, il est donc seul juge, seul à établir l'intertexte. Un autre élargissement fréquent du concept de texte, et par là d'intertexte, s'opère vers les domaines mythiques et historiques. En 1987, Mark Eggeldinger, dans son ouvrage Mythologie et intertextualité, précisa à ce sujet, je cite, « Mon projet est de ne pas limiter la notion d'intertextualité à la seule littérature, mais de l'étendre aux divers domaines de la culture. Elle peut être liée à l'émergence d'un autre langage à l'intérieur du langage littéraire. Par exemple, celui des beaux-arts et de la musique, celui de la Bible ou de la mythologie, ainsi que celui de la philosophie. » Fin de citation. De fait, ce serait donc maintenant toute allusion à notre culture qui relèverait de l'intertextualité. À la fin des années 60, Julia Kristeva, par ses publications, évoque une interprétation active et propose pour la première fois le terme intertexte, terme qui sera ensuite généralement accepté. Étant une interaction complexe de multiples et divers codes, discours et voix, la culture peut être définie comme un texte, dans le sens de tissage, tissu, où chaque nouvelle œuvre est tissée. Le texte est une mémoire. Dans l'atmosphère de cette mémoire plonge chaque écrivain, même malgré lui, même s'il n'a jamais lu un livre. Il est de toute façon entouré des discours étrangers. Il absorbe d'une manière consciente ou inconsciente ces discours. Ainsi, par sa nature, chaque texte se représente à la fois comme une œuvre et comme un intertexte. Nous allons voir maintenant quelques exemples d'intertextualité à travers la littérature amazigh écrite. Nous allons commencer par le poème Awalinu de Fatima Faiz. Awalinu ganamazir, akalinu ganamazir, imaninu oula madlir, oula madrir. Dans le premier vers, nous remarquons une intertextualité avec le poème Awal de Ali Sri Azaikou, Awalinu ganamazir, Urtniriyan. Chez le poète Ahmed Ziani, dans son poème Nunja, متي يوث اختز يزوف نوبريز أتظفارغ صوريف نون جماني تجيد أتسرد خفيثار أوين مين تعنيد رمي ذا يوضان ماني تغاث تجيد. Dans ce poème, Ziani mène une intertextualité avec le conte par la citation du pronom féminin Nunja, qui est un personnage d'un conte qu'on peut trouver pas simplement au Rif, mais aussi dans d'autres régions sous le nom de Lunja. Chez le poète Ayed al-Hiyyan, nous remarquons plusieurs éléments intertextuels. Par exemple, dans le poème Mesh, il mène une intertextualité avec la mythologie grecque quand elle évoque Narcisse. Redgar Narcisse, atdar thayli foud mino, tizin narir atnzrag, agwansis nagwaman. Dans un autre poème du même poète intitulé Asifan ma Cléopâtre, المهلي نقا يقدر نكا ما غنفاري نالت أروي السيقنوان نسكوياس نقي سخام قناسي ثراني جديقن تقاست مدلول ترازال. Nous avons une intertextualité avec le poème, ou bien avec, je m'excuse, nous avons une intertextualité avec le mythe de Hamoun Amir. J'espère que vous avez pu avoir une idée générale
sur les approches littéraires à travers cette conférence. Je vous souhaite bon courage.